Donc maintenant, on va poursuivre notre thème consacré à l'éducation des enfants. Et on va poursuivre, donc, comme je vous disais dans le sommaire, et conclure concernant la deuxième étape de l'enfance, à savoir celle qui va de 7 ans à 14 ans. Donc la semaine dernière, on avait parlé très rapidement, pour ceux qui nous rejoignent, du devoir des enfants vis-à-vis des parents et vice-versa. Et on avait vu que les enfants avaient comme droit important celui que leurs parents leur donnent une bonne éducation. Donc maintenant, on va voir un peu quels sont, ou quels pourraient être les effets néfastes de la société de consommation. C'est celle qui va nous faire perdre nos valeurs en quelque sorte. Oui, assalamu alaikum à tous nos auditrices et auditeurs. Donc, par rapport au thème sur l'éducation des enfants, effectivement, on constate aujourd'hui qu'il existe de nombreux exemples concrets de jeunes enfants, de jeunes adolescents qui ne supportent pas la frustration. On parle d'intolérance à la frustration. Donc, d'ailleurs, on peut faire un point sur notre entourage. On s'apercevra que les parents sont dépassés vis-à-vis de leurs enfants, qui disent qu'ils cèdent très rapidement aux caprices de leurs enfants, tout simplement pour avoir la tranquillité. Or, si on remonte 15-20 ans en arrière, pour nous, nous sommes des trentenaires maintenant, on sait que nos parents nous ont éduqués avec des valeurs islamiques où on devait écouter les parents, on n'avait pas le droit de répondre, de demander certaines choses. Donc maintenant, c'est différent. Les enfants d'aujourd'hui, maintenant, il suffit qu'ils claquent des doigts pour obtenir ce qu'ils ont. D'accord, alors est-ce qu'on peut faire aussi, parce que le monde il a beaucoup changé, beaucoup évolué, mais est-ce qu'il y a des mises en garde qu'on peut faire pour les parents ? Bien sûr, il existe beaucoup de mises en garde qu'on peut faire pour les parents, donc, parce que pour en revenir à cette question, donc la cause principale qui tend à ce que les enfants désobéissent à leurs parents, c'est parce que voilà, on vit dans une société de consommation à outrance. Donc pour un jeune, le bonheur pour lui, il va passer par la consommation. Donc du coup, il est très difficile pour des parents de nos jours d'inculquer des valeurs islamiques, parce que on sait qu'en islam, on fait preuve de juste milieu, de modération. Donc on n'est pas contre la consommation, mais pas la consommation à outrance. C'est-à-dire qu'on a le droit de consommer, de jouir des bienfaits de Dieu, bien sûr des bienfaits licites, mais pas dans l'excès. Et malheureusement, aujourd'hui, la société dans laquelle on vit, elle pousse tout à l'excès, à la consommation à outrance. C'est-à-dire posséder le dernier téléphone portable, la dernière paire de chaussures, alors que forcément, un téléphone portable, c'est utile pour recevoir et émettre des coups de fil. Maintenant, non, ça devient un gadget, voilà, il suffit qu'il ait d'autres fonctions. Ben, l'ancien n'est plus valable, donc il me faut le nouveau téléphone. Donc c'est vraiment une mentalité à inculquer. En plus des valeurs islamiques, il faut inculquer d'autres mentalités aux jeunes pour leur montrer qu'en réalité, ces choses-là ne sont pas forcément utiles. Elles ne vont pas nous apporter plus de bonheur. D'accord, alors justement, tu nous parlais des influences négatives. Est-ce qu'on peut considérer que la télévision ou ce genre de nouveaux médias influence de manière négative et puis est un contrepoids face à l'éducation qu'on peut apporter à nos enfants ? Bien sûr, tout d'abord, assalamu alaikum. Il est nécessaire et on va dire obligatoire de mettre en garde les jeunes sur les dangers de la télévision, bien sûr, les dangers de la télévision, les dangers de l'outil Internet, avec en particulier les réseaux sociaux tels que Facebook, etc., qui peuvent influencer, on va dire qui influencent surtout, qui influencent l'enfant négativement. Et nous, on va essayer de donner quelques recommandations pratiques pour les parents, donc pour qu'il y ait une atmosphère saine dans la famille. Donc tout d'abord, nous, on propose que les parents doivent adopter une attitude du juste milieu. C'est-à-dire, comme l'a dit Mohamed tout à l'heure, il ne faut pas tout interdire ni tout autoriser, mais il faut ajuster et contrôler les faits et gestes de nos enfants. D'accord, donc en quelque sorte leur donner des limites. Leur donner des limites, voilà, pas tout leur interdire, pas tout leur autoriser. Comme on dit même dans l'islam c'est une religion du juste milieu.
Voilà, donc il faut toujours adopter cette posture. Il y a aussi une deuxième recommandation, c'est l'importance du dialogue entre parents et enfants. Donc les parents doivent bien parler avec leurs enfants et vice versa. L'enfant ne doit pas hésiter à se confier à son père, et son père doit le mettre à l'aise. Il doit lui dire très clairement voilà, qu'il peut lui parler de tout. Lui parler des choses de la vie en général. Parler de tout, que ce soit problèmes moraux, psychologiques et même sexuels, comme on dit. Il y a aussi une troisième recommandation, c'est avoir une bonne conduite morale. Donc les parents doivent montrer le bon exemple à leurs enfants. Ils doivent leur parler aussi de religion. Donc leur parler de religion, leur inculquer l'amour de l'islam, l'amour du prophète et de sa sainte famille. Ça, c'est quelque chose qui est primordial. On a dit aussi avoir de bonnes habitudes et être des parents surtout exemplaires. C'est-à-dire que les parents ne doivent ni mentir, ni faire de choses blâmables. Ils doivent tenir leurs promesses et aussi... Parce qu'on peut dire que les enfants suivent l'exemple de leurs parents bien quand sûr, il arrive. Bien sûr, les parents, les enfants, automatiquement, ils vont suivre les moindres faits et gestes de leurs parents. Et il faut aussi que leurs parents surveillent aussi leur fréquentation. Comme on dit, dis-moi avec qui tu traînes et je te dirai qui tu es. Donc les parents, ils doivent aider leurs enfants à bien choisir leurs amis, leur fréquentation, etc. D'accord, donc on va peut-être conclure pour cette étape concernant la deuxième partie de l'enfance. Alors, est-ce que vous avez un petit mot de conclusion avant qu'on passe à la troisième étape de l'enfance? Oui, donc en conclusion, on peut dire que les parents, ils doivent assumer leur responsabilité d'éduquer et ils doivent connaître les besoins de leurs enfants, à savoir l'attention, de l'éducation, on parle aussi d'approbation, de la sécurité, bref, des règles et attentes bien définies afin que l'enfant se sente bien et qu'il a l'impression d'appartenir à une famille qu'il aime et qui le soutient. Donc maintenant, on en vient à notre deuxième partie consacrée à l'éducation des enfants. Et on va commencer à parler de la troisième phase de l'enfance, à savoir celle qui consiste, c'est plutôt une question, est-ce que c'est celle qui consiste à devenir responsable, de plus en plus mature? Effectivement, cette période de notre vie, 14-21, c'est une personne où l'être humain il devient responsable. Donc on assiste à un changement physique de la personne, à savoir l'apparition des problèmes sexuels qui sont naturels, bien évidemment. Donc qui viennent avec la puberté. Bien sûr, ils viennent avec la puberté, et à cet âge, on a envie de se mettre en avant. Donc de se faire remarquer, de montrer qu'on est une personne virile, forte, et on veut s'imposer et par conséquence défier l'autorité. On devient un petit peu rebelle, comme on dit. D'accord, donc cette phase de rébellion est parfois très compliquée à gérer pour les parents. Alors justement, comment est-ce qu'on peut régler ces situations de tension que les parents peuvent avoir avec leurs enfants? Donc en règle générale, quand il y a des conflits qui naissent entre les parents à cet âge-là, entre les parents et les enfants de cet âge, donc en règle générale, comme je disais, c'est souvent des problèmes de colère. On sait qu'il y a un emportement vis-à-vis de la colère. Donc ce qu'on peut répondre, c'est qu'il ne faut pas répondre par la colère. Il faut entamer des discussions, un dialogue, dans un esprit de convivialité et non dans un esprit de haine. Ça n'apportera aucun résultat concret. Donc au contraire, si on entame une discussion dans la colère avec un esprit de haine, ça va provoquer une escalade dans le conflit. Et on le sait très bien qu'on n'éteint pas le feu par le feu, pour reprendre une parole du prophète Jésus, sur lui la paix. Donc il faut donc apprendre à écouter l'autre. Donc ne pas répondre à la colère par la colère, mais comme tu disais tout à l'heure dans les recommandations concernant l'écoute, qui doit être même mutuelle entre les parents et les enfants, est-ce que l'écoute, elle doit être particulière à ce moment donné
de l'adolescence? Est-ce que c'est une écoute spéciale? Bien sûr. Il faut apprendre à écouter. Comme on nous dit à l'école, il faut apprendre à écouter. Il s'agit de comprendre l'autre. Et parfois, et même la plupart du temps, l'adolescent, il s'impose violemment. Mais en réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il a juste besoin d'être compris. Et il faut donc l'écouter de façon naturelle, de façon active. Alors de façon active, justement, ça fait référence à quoi l'écoute active? Donc en fait c'est quelque chose qui l'écoute active tout simplement ce n'est pas seulement écouter avec ses oreilles mais aussi avec ses yeux, ses sens et son cœur. D'ailleurs il y avait une parole du 5e imam des musulmans, l'imam al-Baqir, qui disait: de même qu'il y a l'art de parler, il y a l'art d'écouter. Alors justement, là, tu nous fais référence à ce hadith de ce saint imam, sur lui la paix. En quelque sorte, en fait, pour des raisons pratiques, pour que les parents comprennent bien ce qu'on veut transmettre, pour bien l'écouter, en fait, est-ce qu'il y a des façons de montrer à l'enfant, quand il y a une situation de tension, qu'on est vraiment bien en train de l'écouter, pour pas qu'il se sente oppressé? Effectivement, donc l'adolescent, quand il se sentira, il aura l'impression qu'on l'écoute. On peut donner quelques exemples. C'est le fait de répéter d'une façon différente son point de vue, d'acquiescer gestuellement son discours en hochant la tête, par exemple. Il faut éviter les questions dont les réponses sont oui ou non, ou trop exactes. Il faut poser des questions dont les réponses sont vastes, pour ne pas enfermer le dialogue et pour apaiser l'adolescent. Donc à ce niveau, le dialogue il peut être rétabli et les problèmes peuvent être sereinement abordés. Donc il s'agit de mettre à jour les besoins de chacun, et à partir de là, une négociation elle pourra s'entamer entre l'adolescent et son parent. C'est parce qu'il y a eu la non-colère du départ, l'écoute du papa ou de la maman, et après, une fois qu'il a bien compris que les parents sont là pour l'aider et non pas pour l'enfoncer, on peut entamer un travail éducatif. D'accord, très bien. Donc là, on arrive à la fin de notre émission. Si vous avez peut-être quelque chose à rajouter avant de passer à la suite. Oui, je voulais juste rajouter une parole de l'imam Ali sur la paix, qui disait: n'éduquez pas vos enfants selon les mœurs de votre époque, car ils sont faits pour une époque qui n'est pas la vôtre.